人民真活国，宣扬人民真火，今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Le 1er novembre 1955, Mao Zedong a quitté Beijing pour effectuer des inspections dans les provinces. Il est passé par Tianjin, Dezhou, Jinan, au total 16 villes. Dans chaque ville, Mao Zedong a parlé avec les principaux responsables locaux pour connaître la situation de la production et de la construction. Un mois plus tôt, la 6e session plénière du 7e comité central du Parti communiste chinois a décidé d'organiser en 1956 le 8e congrès du PCC. Pour préparer ce congrès, les dirigeants du comité central du PCC, tel Mao Zedong, ont procédé à une grande quantité d'enquêtes minutieuses. Après l'établissement du système socialiste en Chine, comment peut-on consolider, édifier et développer le socialisme dans un pays comme la Chine en retard en termes d'économie et de culture? Face à cette tâche toute nouvelle, le PCC a conduit le peuple chinois et a effectué des recherches ardues dans la théorie et la pratique, en cumulant des expériences importantes. Après avoir terminé ses inspections dans les provinces et regagné Beijing, Mao Tse-tung a écouté successivement les rapports de travail des 35 départements du Conseil des affaires d'État et de la Commission de planification concernant le 2e plan quinquennal. Ce travail a duré 43 jours. Le 14 février 1956, 3e jour de l'année lunaire, Mao Tse-tung a écouté le rapport du 3e bureau du Conseil des affaires d'État dans le hall Yinnian à la résidence Zhongnanhai sur l'industrie lourde. C'est la première séance de la présentation des rapports qui durera 43 jours. Le jour même, le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique est ouvert. Durant le congrès, certains défauts et erreurs de l'URSS dans l'édification du socialisme ont été exposés. Cela a attiré une grande attention du PCC qui était en train de réfléchir à la façon d'édifier un socialisme. Mao Tse-tung a dit « Le chemin tortueux que l'URSS a parcouru, voulez-vous toujours le suivre? Nous avons évité certains détours en nous inspirant de leurs leçons et expériences. Nous devons en tirer les leçons surtout maintenant. » Lors des discussions sur les questions du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, il a souligné l'importance de réfléchir en toute indépendance et de combiner les principes fondamentaux du marxisme avec les conditions réelles de la révolution et de l'édification chinoise. Nous nous trouvons dans une période de révolution et d'édification socialiste. Nous devons les combiner encore une fois, essayer de trouver le chemin de l'édification du socialisme en Chine. En profitant des intervalles entre les rapports, Mao Tse-tung a visité l'exposition de l'industrie mécanique pendant 6 jours consécutifs. Cette exposition a été présentée à Yintai, à la résidence Zhongnanhai. La salle est ancienne, mais les objets étaient modernes et représentaient le plus haut niveau de l'industrie chinoise de l'époque. Mao Tse-tung visitait l'expo à Yintai tous les après-midi
consciencieusement. Il a même cherché des livres et des documents en rapport pour en savoir davantage. Le 25 avril et le 2 mai 1956, à l'occasion d'une réunion élargie du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et une conférence au plus haut niveau de l'État, Mao Tse-tung a prononcé un discours intitulé « Les 10 grandes relations ». Il a demandé de tirer les leçons de l'URSS, de faire le bilan des expériences, d'explorer un chemin d'édification du socialisme conforme à la situation de la Chine et de mobiliser tous les facteurs positifs afin de faire de la Chine un grand pays socialiste. Les 10 grandes relations a mis l'accent sur les questions économiques, mais aussi sur plusieurs questions importantes concernant l'édification économique dans la vie politique du pays. Mao Tse-tung a notamment souligné que, dans ces 10 principales relations, les relations entre l'industrie et l'agriculture, les régions côtières et intérieures, les autorités centrales et régionales, le pays, les collectifs et les individus, l'édification de la défense nationale et l'édification économique sont 5 relations principales. La publication du discours « Les 10 grandes relations » marque la formation des idées systématiques initiales de notre parti sur l'exploration du chemin de l'édification du socialisme. Mao Tse-tung a reconnu lui-même qu'à partir de la publication des 10 grandes relations, notre parti a commencé à trouver le bon chemin approprié à la Chine. Des explorations se sont multipliées dans plusieurs domaines. En janvier 1956, le comité central du PCC a organisé à Beijing une réunion sur la question des intellectuels. Zhou Enlai a indiqué dans la réunion que l'aspect du milieu intellectuel de notre pays avait été changé radicalement. La plupart des intellectuels chinois étaient devenus une partie de la classe ouvrière. Ce jugement a établi le fondement des politiques adéquates du PCC à l'égard des intellectuels. Le dernier jour, Mao Tse-tung a prononcé une allocution au cours de la réunion. Il a déclaré « À quel genre de révolution procédons-nous aujourd'hui? C'est la révolution des technologies. On l'appelle la révolution technologique. Nous devons mener à bien la science et éliminer l'ignorance. On l'appelle la révolution culturelle. » Il a appelé l'ensemble du PCC à acquérir des connaissances scientifiques, à s'unir avec les intellectuels hors parti et à travailler pour rattraper très vite le niveau scientifique mondial de premier plan. Cette réunion a été comme un coup de tonnerre dans le milieu intellectuel. Les intellectuels chinois se sont mobilisés pour l'édification de la cause socialiste. Une vague dite « marché vers la science moderne » a pris un essor vigoureux. En avril 1956, Mao Tse-tung a indiqué dans une réunion élargie du bureau politique du comité central du PCC qu'il faut prendre les principes que 100 fleurs s'épanouissent en matière d'art et que 100 écoles rivalisent en matière de questions scientifiques, comme les principes directeurs pour favoriser le développement de la science et l'épanouissement culturel du pays. Le 12 mars 1957, à la conférence nationale sur le travail de l'information, Mao Tse-tung a donné une explication synthétique de cette politique et a annoncé clairement que 100 fleurs s'épanouissent, 100 écoles de pensée rivalisent est une politique de base, à long terme, non temporaire. Cette politique des doubles 100 a immédiatement provoqué une forte réaction. Témoin du lancement de cette politique, Tan Jiazhen, célèbre biologiste, a rappelé que, pour la cause de la génétique chinoise et moi-même, la politique des doubles 100 fut comme une pluie rafraîchissante après une longue sécheresse. Il s'agit d'un grand soutien que je n'ai jamais oublié de toute ma vie. Sous l'impulsion de cette politique, les milieux culturels, artistiques et académiques étaient plus actifs que jamais. En 1956 ont eu lieu plus de 50 conférences académiques nationales importantes. Les scientifiques ont soumis plus de 2000 articles et rapports scientifiques, nombre sans précédent. Des années 1950 aux années 1960, un grand nombre d'œuvres littéraires et artistiques au goût du temps ont été créées.
Elles ont eu les faveurs du public, notamment les romans, les pièces de théâtre et les films. La politique des doubles sangs est un miroir reflétant la stabilité économique du pays, son développement économique et la solidarité du peuple. Elle a traduit les exigences de l'époque relatives à la prospérité de l'art et au développement de la science. Elle a incarné notamment les résolutions de Mao Tse-tung et du comité central du PCC de développer et de faire prospérer l'art et la science. Dans l'après-midi du 15 septembre 1956, le 8e congrès national du Parti communiste chinois s'est tenu dans la nouvelle salle du comité national de la CCPPC. Lors de la cérémonie d'ouverture, Mao Tse-tung a prononcé un discours d'ouverture. Le discours de Mao, moins de 3000 mots, a suscité 32 salves d'applaudissements. Ces applaudissements montrent la solidarité, la confiance et la cause en plein essor du Parti communiste chinois. Représentant le comité central, Liu Shaoqi a fait un rapport politique. La résolution adoptée lors de la réunion sur les rapports politiques indiquait que le système socialiste chinois a été fondamentalement établi. Les principales contradictions domestiques résidaient dans le fait que les besoins économiques et culturels de la population, qui avaient rapidement augmenté, ne pouvaient pas être satisfaits. Les missions principales du PCC étaient de se concentrer sur le développement de la force productive sociale, de faire de notre pays, alors un pays agricole en retard, un pays industriel à la pointe, de satisfaire progressivement les besoins matériels et culturels croissants du peuple. Lors de l'élection des membres du 8e comité central, Mao Tse-tung a spécifiquement parlé de la structure du comité central qui devait refléter l'évolution historique du parti, orientée vers la construction et le développement économique. Au sein du comité central, il devrait y avoir des cadres issus des ingénieurs, des scientifiques et des ouvriers. Le 8e congrès national du PCC a été le premier congrès national après l'entrée en fonction du Parti communiste chinois. Il a marqué l'entrée de la Chine dans la période historique de la construction du socialisme sur tous les plans. À ce même moment, quelques pays socialistes d'Europe de l'Est ont connu des troubles. De nouvelles contradictions sont également apparues en Chine. Adopter un regard objectif et une solution correcte des contradictions était un grand défi pour le PCC et pour le pays. Tenue en novembre 1956, la deuxième séance plénière du 8e comité central a pris les événements de certains pays d'Europe de l'Est comme un avertissement, réaffirmant qu'en plus de la prise en compte de la construction du pays et de la vie du peuple, il faut éviter que les cadres recherchent des privilèges et soient séparés de la masse et décidant de mener un mouvement de rectification au sein du PCC. Après une longue période d'observation, ayant analysé les expériences tirées d'événements importants survenus dans le pays et à l'étranger au cours de l'année écoulée, les réflexions de Mao Tse-tung sur la juste solution des contradictions au sein du peuple ont peu à peu mûri.
Le 27 février 1957, à la conférence d'État qui s'est tenue dans la salle Huaizhen à Zhongnanhai, Mao Tse-tung a prononcé un discours sur la juste solution des contradictions au sein du peuple. Il a suggéré que dans la société socialiste, il existait des contradictions entre l'ennemi et nous, et des contradictions au sein du peuple qui étaient fondamentalement différentes. Pour un parti au pouvoir dans le pays, le plus important était de traiter les nombreuses contradictions présentes au sein du peuple de manière démocratique et persuasive. Il s'agit d'un succès théorique important du Parti communiste chinois dans son exploration de la construction socialiste. Le 27 avril 1957, le comité central a publié les instructions sur le mouvement de rectification. Mener au sein du parti un mouvement pour lutter contre la bureaucratie, le sectarisme et le subjectivisme afin d'améliorer le style de travail du parti. Trois jours après, Mao Tse-tung a invité les responsables des partis démocratiques pour une discussion. Cela montrait que le PCC était sincère dans le fait d'accueillir les partis démocratiques pour l'aider dans le mouvement de rectification. Mao Tse-tung a proposé de créer, par le biais du mouvement, une atmosphère politique de centralisme démocratique, disciplinée et libérale, avec une volonté unifiée et les individus sereins, une atmosphère dynamique, profitable à la révolution socialiste et à la construction socialiste. Pendant le mouvement de rectification, une poignée de la droite bourgeoise a profité de l'occasion pour attaquer le parti et le nouveau système socialiste. Il était nécessaire de leur riposter, mais en raison de la surestimation de la situation, la lutte anti-droite a pris trop d'ampleur, générant des conséquences déplorables. Malgré une dérive de gauche sur le plan politique, les principes du 8e congrès national du PCC ont été adoptés dans l'édification économique. Le parti et le peuple ont conjugué leurs efforts et ont travaillé d'arrache-pied. En 1957, les indices fixés par le premier plan quinquennal ont été dépassés. La production a connu une croissance rapide dans les usines et les régions rurales du pays. Le grand enthousiasme des masses populaires dans la construction du socialisme a reflété une aspiration générale à changer de manière urgente la situation arriérée de l'économie et de la culture de notre pays. Cela a permis à de nombreuses personnes de croire qu'il serait vraiment possible d'entreprendre la construction de l'ensemble du pays à une vitesse beaucoup plus rapide que celle durant la période du premier plan quinquennal. Par manque d'expérience dans l'édification socialiste et à cause d'une insuffisance de connaissance des règles du développement économique et de la situation fondamentale de l'économie chinoise, devant la victoire, pas mal de dirigeants étaient remplis d'orgueil et de présomption en espérant obtenir un résultat rapide. Ils ont exagéré leur volonté et l'ampleur des efforts à fournir. C'est ainsi qu'ont été démarrés le mouvement du grand bond en avant et le mouvement des communes populaires. Le Parti communiste chinois a tiré des leçons profondes des effets néfastes dus aux défauts du gauchisme. Le comité central du PCC et Mao Tse-tung ont décidé d'entreprendre des enquêtes et des recherches sérieuses pour réajuster les politiques et corriger les fautes. En octobre 1958, Mao Tse-tung est descendu à nouveau dans le sud. Sur son chemin, il s'est arrêté plusieurs fois. Dès qu'il arrivait dans une région, il discutait avec les cadres locaux pour connaître la situation locale. D'une part, il fut excité par les résultats remportés par le Grand Bond en avant et les communes populaires, et d'autre part, il constata qu'il fallait calmer ces mouvements enthousiastes. Par la suite, le comité central a organisé 2 réunions à Zhengzhou pour corriger les fautes du gauchisme. Afin de rechercher les règles de l'édification économique, Mao Tse-tung a demandé, à maintes reprises, aux cadres à divers échelons d'étudier l'économie politique. Mao Tse-tung lui-même a organisé un groupe d'études à Hangzhou. À partir de la fin 1959, les membres du groupe ont lu en détail les manuels sur l'économie politique de l'ex-Union soviétique en un peu plus de 2 mois.
Liu Shaoqi et Zhou Enlai et d'autres camarades ont organisé aussi des groupes d'études. Lors des études, Mao Tse-tung a indiqué ceci en parlant des valeurs et des règles: c'est une grande école, il faut en profiter pleinement pour rendre service à l'édification du socialisme. En janvier 1960, le comité central du Parti communiste chinois a tenu une réunion élargie du bureau politique à Shanghai. Le dernier jour de la réunion, Mao Tse-tung a terminé l'article intitulé « Bilan de la décennie » qui a dressé le premier bilan du processus de recherche durant la première décennie après la fondation de la Chine nouvelle. Il a admis que nous faisions preuve encore d'un grave aveuglement en ce qui concerne la révolution et l'édification du socialisme. Il y avait un immense règne de la nécessité qui nous restait encore inconnu. Nous ne le connaissions pas encore en profondeur. Il a souligné qu'il fallait l'examiner et l'étudier pour en trouver des règles et rendre service à la révolution et à l'édification du socialisme. En janvier 1961, le comité central du PCC a organisé la 9e session plénière du 8e comité central. Mao Tse-tung a lancé un appel à tout le parti pour entreprendre des études et des recherches pour démarrer une année de recherche de la vérité dans les faits. Cette année-là, les camarades dirigeants des autorités centrales sont tous allés sur le terrain pour se frotter aux réalités et élaborer des politiques, ce qui a ouvert un chapitre brillant marqué par la pratique dans les études et les recherches. Mao Tse-tung lui-même a organisé 3 groupes d'enquête pour aller dans les régions rurales, au Zhejiang, au Hunan et au Guangdong, et mener des enquêtes sur place. Liu Shaoqi est allé à Changsha et dans le district du Ningxiang, dans la province du Hunan. Zhou Enlai s'est rendu dans 2 districts de Handan, ville de la province du Hebei. Zhu De s'est déplacé dans les provinces du Sichuan, du Shaanxi et du Henan. Shen Yun est allé dans le district de Qingpu à Shanghai. Deng Xiaoping s'est déplacé dans les districts de Shunyi et de Huizhou dans la banlieue de Beijing. En janvier 1962, le comité central du PCC a tenu une réunion de travail. Cette réunion a été élargie jusqu'au niveau du district avec 7000 participants, d'où le nom de « Réunion des 7000 personnes ». Lors de la réunion, les délégués ont parlé librement. Ils ont signalé les maux de l'époque et fait le bilan des leçons. À compter de cette année, à la lumière des principes dits réajustement, consolidation, enrichissement et amélioration, l'économie nationale est entrée dans la période de réajustement général et a commencé à décoller. Entre fin 1964 et début 1965, la première session de la 3e Assemblée populaire nationale a eu lieu à Beijing. La réunion a clairement défini pour la première fois l'objectif de faire de notre pays une puissance socialiste dotée d'une agriculture moderne, d'une industrie moderne, d'une défense moderne et de sciences et de technologies modernes. Elle a également défini la conception stratégique consistant à réaliser la modernisation en 2 étapes, ce qui est devenu le grandiose plan et la force morale, encourageant le peuple multiethnique à lutter sans relâche. Fin 1965, la tâche du réajustement de l'économie nationale a été entièrement accomplie. La production industrielle et agricole a enregistré un nouveau record. Dans ce processus, du fait de l'hostilité, du blocus et de l'isolement de longue date des pays impérialistes, ainsi que de l'énorme pression exercée par l'URSS après la détérioration des relations sino-soviétiques, la gravité de l'environnement extérieur a influencé considérablement le PCC dans le jugement scientifique de la situation politique sur le plan national et international et dans la définition des tâches centrales du parti et de l'État. En tant que dirigeant d'un parti politique prolétarien au pouvoir, Mao Tse-tung a observé et réfléchi aux problèmes de la vie réelle dans la nouvelle société socialiste. Il a fait grand cas de la consolidation du pouvoir du parti et du peuple chèrement acquis. Demeurant hautement vigilant à l'égard du risque de la restauration du capitalisme, il a mené des explorations et des luttes inlassables pour éliminer la corruption, le goût des privilèges et le bureaucratisme au sein du parti et du gouvernement. Cependant, l'accumulation et le développement des erreurs de gauche au niveau théorique et pratique ont abouti finalement à la grande révolution culturelle.
À cause de ces troubles qui ont duré 10 ans, le PCC, la nation et le peuple multiethnique ont connu les plus grands revers depuis la fondation de la Chine nouvelle. Ces revers ont causé d'énormes pertes. C'est en comptant sur ses propres forces que le PCC a finalement mis fin à la grande révolution culturelle. Comme l'histoire le prouve, le PCC est capable de corriger ses fautes en comptant sur ses propres forces. Le PCC et le système socialiste sont doués d'une puissante vitalité. Au cours de la grande révolution culturelle, l'économie nationale a toujours progressé, malgré des pertes énormes. La production céréalière a maintenu une croissance relativement stable. Une série de réalisations ont été accomplies dans l'industrie, les transports, les infrastructures, les sciences et les technologies. Le PCC et le peuple chinois ont promu le développement de l'histoire chinoise en surmontant bien des difficultés. Le 28 juillet 1976, à 3h42, un séisme de magnitude 7,8 a frappé la ville de Tangshan dans le Hebei. 240 000 personnes ont été tuées et 160 000 autres grièvement blessées. Cette ville industrielle centenaire a été complètement ravagée. C'est la plus grande catastrophe du pays depuis la fondation de la Chine nouvelle. Elle a causé des pertes considérables, tant en termes de vies humaines que de biens aux habitants de Tangshan. Sous la ferme direction du comité central du PCC, grâce au soutien et à l'aide des militaires et des civils de l'ensemble du pays, la population de Tangshan s'est engagée avec acharnement dans le secours et la reconstruction de la ville. Ce qui est un exploit héroïque, digne d'éloge dans l'histoire de la lutte de la nation chinoise. Les communistes chinois, avec le camarade Mao Tse-tung comme principal représentant, ont uni et conduit tout le parti et le peuple multiethnique. Ils ont accompli la mission anti-impérialiste et anti-féodale, fondé la République populaire de Chine, établi le système fondamental du socialisme et accompli des réalisations de fond en matière de construction du socialisme. Ce qui a accumulé des expériences et créé des conditions pour explorer la construction de la voie du socialisme à la chinoise, créer la condition préalable et jeter les bases théoriques et pratiques solides pour assurer le développement des causes de notre parti et de notre peuple, permettant à la nation chinoise de rattraper le courant du développement de l'époque. 这一伟大历史贡献的意义在于，完成了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革，为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础，为中国发展富强、中国人民生活富裕奠定了坚实基础，实现了中华民族由不断衰落到根本扭转命运、持续走向繁荣富强的伟大飞跃。 Les révolutionnaires de la vieille génération, dont Mao Tse-tung, ont accompli des exploits impérissables pour le PCC, le peuple chinois et la nation chinoise. Ces exploits seront gravés pour toujours sur le monument historique du parti et de l'État.
降生在你的怀里，我的血